Bonsoir, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Comme d'habitude, un menu alléchant, on vous attend sur Kavi TV, disponible sur Star Times, TNT canal 113, sur satellite canal 779, mais aussi sur la 89.5 Kavi FM et sur l'ensemble de notre réseau synchronisé, groupe Kavi Média, Kavi TV, Gangan RTV et siaminfo.com. Le sommaire, Bundesliga, plongé dans une situation de crise depuis la fin de saison dernière. Naby Keita entrevoit le bout de tunnel à Brême. Une réunion décisive a eu lieu ce mercredi avec le board du club. Et puis en Espagne, n'entrant toujours pas dans les plans du RB Leipzig, Moriba Kourouma prend une nouvelle fois la direction de l'Espagne. L'international guinéen prêté au Celta Vigo pour une saison avec option d'achat. Toujours en Espagne, après une victoire contre la France en demi-finale de l'Euro 2024, 2 ans, le 8 juillet, et une autre en finale de l'Euro U19 2-0, le 28 juillet, la Roja a de nouveau pris le dessus lors de la finale des Jeux Olympiques de Paris. Ce vendredi, l'Espagne s'est imposée 5-3 après prolongation contre la France. Et puis, le Barça tient enfin sa première grande recrue de l'été avec l'arrivée de Dani Olmo, Leipzig, récent champion d'Europe avec l'Espagne. Nous irons aussi en Angleterre, Premier League, les Sky Blues de Pep Guardiola ont remporté le Community Shield aux dépens de Manchester United, un but partout lors du match et 7 buts en 1 au tir au but. Pour finir, gagner des millions avec notre sponsor YellowBet en tapant le lien du www.yellowbet.com.gn. Après, cliquez sur s'inscrire, puis introduisez votre numéro de téléphone. Ensuite, créez votre mot de passe, puis cliquez sur code promotionnel, introduisez le code promo du jour, minière, puis cochez les conditions générales. Cliquez ensuite sur inscrivez-vous maintenant et introduisez le code de confirmation que vous recevrez en message dans la partie code, puis cliquez sur terminer pour valider votre inscription et vous recevrez directement vos bonus de 50 000 francs dans votre compte. Tour d'Europe, c'est maintenant, juste après ce générique. De retour sur ce plateau avec l'équipe au complet. Nous allons commencer par le tour de la table, comme d'habitude. Amadou Mazor Diallo, bonsoir et bienvenue encore une fois dans cette émission Tour d'Europe. Bonsoir Hassan et bonsoir à ces fidèles téléspectateurs et ceux qui nous écoutent à la radio. Il nous a beaucoup manqué, Hamid Bangoua, de retour sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de Kavi. Et de l'autre côté, on va parler des Citizens. Même si le sourire est là, il va rester. Quand on parle de Manchester City, c'est tout de même costaud. C'est un club victorieux, c'est un club de gagnants. Nous, on n'a pas soif de trophée. On continue à en gagner et cette saison, ça sera pareil. Et de l'autre côté, le grand rival qui sourit déjà. Vous êtes content de son retour. Ouais. On va passer. Bonsoir, Jack. Encore une fois, c'est heureux de vous retrouver sur ce plateau. Bonsoir à tous. Je crois que ça, c'est un coup gratuit peut-être pour d'autres. City n'est pas un rival, pas du tout. Sauf que c'est lui qui s'est constitué en rival. Ah ouais, c'est ça. Parce qu'avec le Barça, ça n'allait pas. Pas du tout. City et Barça ne peuvent pas être des rivaux. Pas du tout. Et de l'autre côté, l'homme Koya, bonsoir. Heureux de vous retrouver ce lundi, très bien habillé, cravate jaune, une veste de $2000 comme d'habitude. En tout cas, bienvenue. Grâce à la section sportive. Bonsoir à toutes et à tous. Merci encore une fois de se retrouver autour de ce plateau sportif. Comme je vous ai dit, on va commencer par la Bundesliga. On va parler du Guinéen, Naby Keita, auteur de seulement 5 apparitions. La saison dernière, Naby Keita a eu une saison à 2 temps, une première partie de saison marquée par des blessures et une seconde partie où il aura été écarté des plans du coach Ole Werner au point de générer une crise. C'est une mauvaise nouvelle, du moins pour Naby Keita, Amadou. Bon, c'est une mauvaise nouvelle. Vous savez déjà, Naby Keita, depuis qu'il est venu dans ce club, ses cotes n'étaient pas comme ça. Lui-même, il est conscient de cela. Quand il est venu dire de fait qu'il n'est pas titulaire, qu'il ne va pas monter dans le bus, après le club a pris ses décisions. Je pense que ce sont les séquelles qui sont en train de fatiguer aujourd'hui le capitaine guinéen Naby Keita. Moi, à mon avis, déjà en amont, ce n'était pas un bon choix
déjà l'âge avance, il est fatigué. Un joueur déjà qui a la Ligue des Champions, qui a pas mal de trophées individuels, qui a eu pas mal de prouesses dont bon nombre de footballeurs africains n'ont pas eu. Et puis il a vu aujourd'hui, il n'a plus le même volume de jeu. On a vu lors des JO, c'est pas ce même Naby Keita qu'on avait l'habitude de voir avec ses percussions et tout ça. Le volume de jeu n'était pas là. Donc Naby Keita, il fallait partir au moins en Arabie Saoudite ou bien voilà, vers le Golfe pour qu'il se cherche. Aujourd'hui, il n'a plus ces mêmes énergies qu'il avait lorsqu'il était dans cette formation de Leipzig. Il faut savoir où aller, ça c'est donc, et savoir ses cotes. Quand tu n'es pas conscient de tes cotes, tu vas te glisser sur des mauvaises pentes. Je pense qu'il a glissé sur une mauvaise pente aujourd'hui. Ça lui coûte cher. Ce n'est pas des images quand même qui sont appréciables pour ce capitaine guinéen. Parce que là, ça ne va pas attirer l'attention de notre club à miser sur lui. Un joueur qui refuse de monter dans le bus de fait qu'il n'est pas titulaire. C'est de l'indiscipline totale. On se pose la question, est-ce que ce n'était pas les mêmes indisciplines qu'il était en train de faire entre guillemets dans l'équipe nationale? On se pose, c'est une question fondamentale. Je ne peux pas l'approuver parce que je n'ai pas eu des pièces à conviction, mais ça m'attire juste un peu d'attention. Hassan Diallo, Naby Keita lui-même, il a cherché. Je peux le dire ainsi, il faut qu'il change de comportement, il faut qu'il soit quand même humble, qu'il se comporte en tant que capitaine. S'il n'est pas titulaire, il garde sa sérénité, il continue de travailler et puis il attend son jour, il exploite sa chance. À son âge, Hamid, est-ce que la Bundesliga est élevée pour Naby Keita? C'est même pas question d'âge. Je pense que la façon dont il est en train de conduire la fin de sa carrière, aucun championnat ne lui convient. Parce que où que vous soyez, dès lors où un club sort de l'argent pour payer, on vous entretient, on met un certain nombre de conditions à votre disposition, c'est pour que vous soyez professionnel. Ça, c'est le minimum qu'on attend de vous. Peu importe, comme le dit Major, peu importe où il va, même dans le golf, je pense que ça, ce sont des choses qui sont acceptables. En plus, moi je pense que les caprices, c'est acceptable pour un joueur dont le rendement est très élevé. On peut accepter les caprices pour un Messi, on peut accepter les caprices pour un joueur comme Cristiano Ronaldo, au vu de très grandes performances que ces joueurs-là réalisent, au vu du rendement qu'ils peuvent apporter à un club, mais pas Naby Keita, vu surtout ce qu'il a enduré ces dernières saisons. Sa fin de contrat à Liverpool, on a vu que pratiquement il n'a pas joué, il vient à Werder de Brême. Avant même de commencer, c'est des blessures qu'il enchaîne. Pendant ce temps, le club continue à te payer. Je pense que au-delà de tout ça, il ne faut pas rajouter des comportements antiprofessionnels. Ça ne me surprend pas. Peut-être que certains s'inscrivent dans une logique de vouloir le défendre par patriotisme, mais ce n'est pas du patriotisme, ça c'est de la bêtise. Quand vous soutenez quelqu'un dans ce qu'il ne faut pas, c'est de la bêtise. Naby Keita, en équipe nationale, c'est le seul joueur qui s'est dit il ne prend pas la photo collective en tenue traditionnelle avec le groupe. Étant capitaine, j'ai toujours dit que on connaît l'histoire autour de cette tenue traditionnelle. Non, mais peu importe, quand on est capitaine, quand tu as accepté d'assumer le choix de capitaine, il faut être exemplaire. Il y a de ces choses, même si vous avez des rancunes particulières ou des problèmes particuliers avec une personne lambda, la nation est au-dessus de ça. Donc, la déduction qu'on peut faire de ce type de comportement, moi, je peux dire que c'est un joueur capable de tenir le même comportement que le club lui reproche, mais très malheureusement pour lui, il n'a pas la carrure pour le faire. Et la sanction, elle est tout à fait logique. Maintenant, à lui de se remettre au travail, se remettre en question, surtout côté comportemental. Comme ça, c'est ce qui va l'aider où qu'il aille, qu'il puisse s'imposer. Mais s'il ne change pas de comportement, peu importe où il va, même quand il vient dans le championnat guinéen, ça va être les mêmes histoires et il va finir par un divorce. Guillaume, vous êtes surpris de ce qu'il arrive, non. Après son geste, je crois que rien n'est surprenant. Des clubs comme ça ne peuvent pas tolérer de telles choses. Vous savez, le football, avant tout, est un sport collectif. Donc, il faut savoir mettre le groupe devant et oublier sa propre personne, ses propres statistiques ou même sa propre visibilité. Le fait de ne pas accepter de monter dans un bus juste parce qu'on a appris qu'on ne serait pas titulaire ou qu'on ne jouerait pas est intolérable et le club l'a démontré. Et le fait de dire peut-être que pour moi, le club était à sa mesure. Le fait de venir ici après Liverpool, c'est un club à sa mesure. Mais dans n'importe quel club au monde, en tout cas dans n'importe quel club professionnel au monde, le professionnalisme est de mise. Il faudrait le rester, même si on n'est pas en super forme, même si on ne fait pas jouer. Il faut continuer à travailler et attendre son heure, son temps, lorsque ça va venir profiter au maximum. C'est ce qu'il n'a pas fait. Malheureusement, le club, entre lui et le club, le divorce pour moi est déjà consommé. Il faudrait qu'il se cherche et qu'il trouve un club dans lequel il va essayer de continuer à jouir de sa passion, de son football. Si toutefois il veut continuer à pratiquer le football, parce que le football a ses exigences et ce professionnalisme doit être démis dans n'importe quel club si on veut continuer à devenir suffisamment professionnel. Justement, comme l'a dit Guillaume, est-ce que c'est possible de trouver un club pour Naby Keita maintenant avec cette situation?
Ah oui, c'est possible, sauf qu'il laisse tous ses égos, il laisse tous ses orgueils pour pouvoir trouver en tout cas une porte de sortie aussi très alléchante pour le permettre de continuer dans sa carrière, parce qu'à 29 ans, il ne peut pas nous dire qu'il est prêt à raccrocher ou qu'il est prêt à ne pas respecter les règles disciplinaires d'un club de football. Il est venu dans un championnat où il pouvait vraiment s'affumer, se faire une place et puis se relancer dans sa carrière. On se disait peut-être qu'il jouait dans un championnat d'Angleterre qui est aussi très élevé par rapport à sa fraîcheur physique, mais techniquement, il en est aujourd'hui l'un des joueurs techniques dans le monde, surtout en Europe. Mais il est venu à Werder Bremen, il n'a pas pu s'imposer en tant que tel, c'est tout ce qu'on entend de lui. Le club a investi, comme Hamid vient de le dire, sur lui, mais il n'a pas été convaincant. Il n'a joué que 107 minutes sur les 5 matchs. Ça vous dit, c'est dû aux blessures. Oui. Les qualités quand même de Naby Keita, c'est ce qu'on est en train de dire. Il a une part de responsabilité. Il a sa part de responsabilité, c'est ce qu'on est en train de dire. Et le club a investi sur lui. Et durant ces 5 premières journées, il a été le joueur le plus régulier à l'infirmerie. Et c'est ce que le club ne digère pas, surtout. Et puis derrière, on lui demande des repos, parce que le repos est réparateur. On lui demande qu'il soit dans les conditions propices pour être encore... Le club savait que c'est un joueur fragile qui se blessait beaucoup, même quand il était à Liverpool. Il le savait avant de l'engager au Werder Bremen. Le club savait, bien sûr. Mais au-delà de ça, son importance aussi, le club en a besoin. Parce que si lui, en tant que joueur, il n'est vraiment pas soucieux de ses qualités, de sa performance, le club en est. C'est pourquoi le club lui a dit de se reposer. Alors le fait de ne pas participer à certains matchs, il fait de ça un source d'orgueil, il fait de ça un sentiment de légèreté, jusqu'à ce qu'il dit qu'il ne va pas accepter de jouer. Tu crois que s'il continue sur cette lancée, il serait difficile pour lui de trouver un club, à moins qu'il se retrouve dans la poubelle du football mondial. Vous n'avez pas quand même occulté le talent de ce joueur, Naby Keita, qui a été énorme lors des JO. Ce n'est pas un problème de talent. Ouais. Et pour moi, d'ailleurs, il n'a pas été énorme pendant les JO. Il a été très moyen pour un joueur de sa trempe. Ouais, mais je pense que ce n'est pas un problème de talent. Des talents, il y en a eu, mais évoluer au haut niveau, au niveau professionnel, ça exige beaucoup de choses. Ça exige une conjugaison d'efforts, surtout professionnels. Le talent ne suffit pas. Parce que si le talent suffisait, je pense que des joueurs comme Ronaldinho méritaient beaucoup plus que ce qu'ils ont gagné. Si le talent suffisait, on ne va pas aller loin. En Guinée, Pascal Fendouno aurait mérité mieux. Il aurait fait une carrière plus que ce qu'il a accompli. Mais pour aller encore plus loin, pour espérer de très grandes choses, il faut une certaine discipline, un certain professionnalisme. Et ça, Naby Keita a manqué de ça. Maintenant, par rapport à la question de savoir est-ce qu'il aura un club, il aura toujours un club. Sur le CV qu'il a, c'est un CV très bon. Mais est-ce qu'il aura un club au moins à sa trempe? C'est ça le problème, parce que si tu traînes autant de soucis professionnels, voilà, de comportements anti-professionnels, et puis en plus des pépins physiques, je pense que les clubs ne seront pas prêts à mettre de l'argent sur la table pour te recruter. Donc, ne serait-ce que... Déjà, lui, de son côté, il a un gros effort à faire, que ce soit en termes d'argent, parce qu'il va falloir qu'il baisse son salaire, qu'il baisse ses exigences financières. Mais au-delà de ça, il va falloir qu'il change le côté comportemental, ce qui va aider à se relancer. Vous êtes d'accord avec lui Moi, je suis d'accord avec lui. Il n'y a pas un autre débat. Vous savez, ce qui reste clair à ce niveau, moi, je me dis, Naby Keita a trompé, il a fait de l'apparence qui a trompé pas mal de personnes. Parce qu'au début, moi, je croyais Naby Keita, c'est un joueur humble, honnête, simple, qui est franchement discipliné. Mais vers la fin de sa carrière, je suis en train de voir un autre Naby Keita, indiscipliné, qui n'arrive pas à nous dire la vérité. Parce que quand tu observes, vous observez très bien l'évolution de Naby Keita lorsqu'il est venu avec Liverpool, et jusqu'à maintenant, là, c'est comme si Naby Keita a une blessure qui l'empêche de pratiquer le football. Et après ça, il ne peut plus continuer le football. Il veut quand même maintenant bricoler avec cette blessure et continuer à jouer, à nous apporter... Non, ce n'est pas possible. Regardez, lors même des JO, quand on m'a informé que Naby Keita est blessé, au niveau des réchauffements, mais je me suis dit, forcément, ce joueur, il a une blessure qu'il est en train de nous cacher. Il n'est pas professionnel. Est-ce qu'il a un médecin qui est honnête envers les gens? Ça fait belle lurette. Naby Keita ne peut pas t'enchaîner 2 ou 3 matchs, ce qui signifie que ce joueur n'est pas honnête envers nous. Mais c'est un pays comme la Guinée qui continue à compter sur ces joueurs qui n'ont pas de club et qui sont souvent blessés, qui évoluent en dents de scie, pour lui prendre en tant que responsable d'une équipe. Mais ça ne peut pas possible, il ne peut pas avoir des bons résultats avec ça. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit exigeant envers Naby Keita, qu'on soit rigoureux envers lui. Tant qu'il n'a pas un club, il ne va pas être appelé en équipe nationale. Mais s'il n'a pas de club, on continue à l'appeler. Ils vont l'encourager de faire des bêtises parce qu'il est conscient qu'il ne joue ou pas, il va être appelé en sélection.
Tout dépend d'abord de la base. Si à la base on n'est pas sérieux, on va encourager nos joueurs à continuer de faire des bêtises. Regardez, c'est comme le cas de Diawara, même si on ne parle pas de l'équipe nationale. C'est des joueurs aujourd'hui, ils savent qu'ils sont blessés ou pas, qu'ils sont ponctuels ou pas dans leur club, dans leur pays, ils sont appelés comme des rois. Donc moi je me dis à la base d'abord, il y a eu beaucoup de ratés envers ces footballeurs guinéens. Moi, moi je trouve que justement le terme bêtise est... Mais c'est des bêtises. On ne peut pas caresser les mains avec ça. En tant qu'un capitaine qui a évolué dans des grands clubs, ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses. Allez-y. En fait, j'estime que ce n'est pas le terme qui s'y est dans ce cas précis. Et pour ce qui est de Naby, il faut dire qu'il n'y a aucune blessure qui soit anodine. C'est-à-dire quand tu es blessé, c'est parce que tu ne fais pas quelque chose que tu devrais faire en tant que professionnel. C'est soit tu ne manges pas ce que tu devrais manger, soit tu ne suis pas les séances d'entraînement qu'il faut pour ton corps, et évidemment, ou que tu ne te reposes pas suffisamment. Si tu ne respectes pas une de ces choses-là, c'est que tu vas naturellement te blesser à chaque fois. C'est ce qui arrive à ce Naby. Sa fragilité est devenue légendaire. Et depuis qu'il est venu, surtout à Liverpool, on peut dire qu'en presque 4-5 ans, il n'a pas enchaîné 5-6 matchs alors qu'il était venu pour être un titulaire indiscutable dans ce club-là. Donc c'est à lui, bien évidemment, de se remettre en question. Et les efforts qu'un jeune de 18 ans, 20 ans doit faire pour se maintenir en forme, éviter des blessures, pour un joueur de plus de 25 ans, de près de 30 ans, voire plus, ça peut être le double, voire le triple. Et il doit en être conscient pour continuer à jouer au football. Pas d'être d'abord au haut niveau ou d'être le meilleur. Pour continuer à jouer au football, il faudrait que lui-même il soit exigeant avec lui et qu'il fasse quelques sacrifices. Et à défaut, je crois que sa carrière va s'arrêter ici et tout. Et justement, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit. Je crois qu'il nous a peut-être nous tous trompés. Le Naby que nous on voit, en tout cas l'image qu'il renvoyait de lui, c'est un joueur très humble, qui n'est pas en tout cas qui est suffisamment professionnel et qui ne fait pas ces arts de gaffe. Malheureusement, ce qu'il nous a montré, en tout cas par rapport à cet acte, et il s'avère que ce n'est pas le premier acte. S'ils ont pris cette décision, c'est qu'il a eu d'autres choses au niveau du vestiaire et pour prendre cette décision. Donc c'est à lui de se remettre en question pour continuer à jouer au football. Ça peut arriver tout de même qu'un joueur s'énerve et réagit alors qu'il ne voulait pas réagir. Est-ce que c'est le cas de Naby? C'est ce que moi j'ai un peu expliqué. Je pense que ça... c'est pas qu'on est en train de justifier le comportement, mais je dis c'est encore un peu acceptable pour un joueur qui a une très grande histoire dans un club, qui a un très grand vécu, qui a apporté énormément à un club. Pas à Naby Keïta. Le club jette des millions pour ta situation, pour toi. Et il n'a même pas disputé pratiquement 5 matchs. Quand on totalise, ça fait quoi? Ça fait 107 minutes. Il n'a disputé que 107 minutes. Pour 107 minutes de joueur, tu ne peux pas te permettre de faire des caprices. Et Major a raison, c'est des bêtises. Je ne sais pas comment on peut appeler ça autrement. Tu n'es pas le décideur, sachant que tu n'es pas le décideur et que tu n'es pas un joueur cadre, parce que être joueur cadre, ça mérite. Quand on est joueur cadre, on peut estimer que oui, on a le droit d'être titulaire. Mais Naby Keïta n'a pas acquis ce statut-là au Werder de Brême. Donc quand tu n'as pas ce statut-là et que tu te fâches, tu refuses carrément de monter dans le bus parce que tu n'es pas titulaire, je ne sais pas comment on peut appeler ça si ce n'est pas une bêtise. Et puis après, au-delà de ça, pour la suite de sa carrière, ça va être un gros tampon. Ça va être un gros tampon qui va être scruté un peu partout. Heureusement que lui, il évolue dans une très grande agence qui, quoi qu'il en soit, peut quand même lui trouver un point de chute. Mais cela va demander beaucoup de sacrifices de sa part s'il ne le fait pas. Je crains qu'il ne se retrouve encore au Saint-Toba. Parlons du Sili. Est-ce que la Guinée peut s'en passer maintenant, actuellement? Avec Naby? Oui. Est-ce qu'elle peut s'en passer? C'est possible parce qu'il y a une génération montante qui remplace là. Il n'y a même pas photo, il n'y a même pas de débat là-dessus. Il ne faudrait pas qu'on compte sur lui et qu'il n'apporte pas mieux qu'au sein de ce milieu de terrain. La Guinée peut s'en passer et puis sans aucun souci. Il y a eu d'autres qui ont été mieux que lui et puis ils ont laissé à cet âge. À partir de là, il y a un milieu compact au sein de l'effectif guinéen.
Et la Guinée, si on a un très bon sélectionneur qui pourrait retrouver un trio au niveau du rond central, qui pourra vraiment permettre à cette équipe guinéenne de maintenir la performance ou la bataille du milieu dans sa globalité, je crois qu'on peut oublier Nabi comme s'il n'a jamais été en tout cas un joueur cadre au sein de ce milieu de terrain. Vous êtes d'accord avec lui? D'ailleurs, on sait. La question, répondre ça va être compliqué. Hein. Mais Hassan, on sait d'ailleurs longtemps. Une équipe, c'est pas simplement des nouveaux joueurs, mais il y a aussi, ils ont besoin d'expérience. Je vais te rassurer qu'on s'est d'ailleurs longtemps passé de lui. Ouais. À la CAN, ce sont des gamins qui ont cravaché et qui nous ont obtenu la qualification en 8e de finale. Face à la Guinée équatoriale, ce sont des gamins qui ont fait tout le boulot. Je pense que sur le reste du temps là, ça fait un moment qu'on se passe déjà de Nabi. Ouais. Ce qui choquait les gens, c'est le fait déjà de venir. Parce que quand il venait, on sait qu'il n'était pas à 100%. Mais pour la plupart du temps, ces derniers moments-là, il ne venait même pas. Donc on a commencé il y a très longtemps à se passer de lui. Maintenant, c'est cet équilibre-là qu'il ne faut pas déranger en sélection. Moi, je pense que les gamins réalisent de très bonnes choses. Mais au bout d'un moment, l'entraîneur vient, il chamboule tout ça. Regardez, c'est plus le moment où on décide de le mettre titulaire avec Amadou Gawara et on est sorti de la compétition. La preuve que maintenant, là, son époque est complètement passée. Il faut commencer à miser beaucoup sur les jeunes. Bon, moi, je me dis même que c'est les Guinéens qui sont en train de faire le fait que Naby Keita, il est en train de faire ses bêtises. Je l'insiste encore, c'est des bêtises. Ce n'est pas un joueur débutant, c'est un capitaine d'une équipe nationale. Quand on est capitaine, on doit être exemplaire des bonnes manières. On a vu des joueurs qui ont été capitaines, ce n'est pas parce qu'ils ont un talent. Mais quand on est capitaine, après l'entraîneur, c'est toi. Quand il y a de l'indiscipline, c'est à toi de mettre de l'ordre dans une équipe. Mais si un capitaine se comporte comme ça, tout le monde se hasarde à le soutenir parce qu'il est guinéen, parce qu'il a été, comment dirais, non, il n'a pas été victime de racisme ou de quelque chose. Naby Keita a été très bien accueilli dans ce club. En matière de vente de maillots, les maillots de Naby Keita a été beaucoup achetés par les supporters de Werder de Brême. C'est un manque de respect aux supporters, ça c'est donc. C'est un manque de respect à nous Guinéens parce qu'il représente toute une nation de se comporter avec ce genre de choses. Moi je me dis, c'est pas Naby, c'est l'entraîneur qui était là, c'est lui qui a valorisé Naby, c'est lui qui a encouragé Naby de faire des le fallait, c'était la star de l'équipe, Naby Keita. Mais écoutez, même si c'est la star, quand on est star, on doit être exemplaire. Si Naby Keita il est conscient qu'il a un entraîneur en équipe nationale, s'il n'a pas un club qui ne va pas être appelé en équipe nationale, mais il va se plier, il va rester comme ça derrière Werder de Brême pour être appelé en équipe nationale. Mais derrière tout ça, même si Naby Keita gifle son entraîneur de Werder de Brême, ils vont l'appeler. Mais si c'est des joueurs comme Morley Agibou, il va voir les gens monter sur la toile, tel est indiscipliné, il est ça et ça. Il faut qu'on arrête ça dans ce pays. Naby Keita, ce qu'il a fait, moi, je me dis que c'est pas bon. Il nous a quand même déçu. C'est une grosse déception. On a vu aujourd'hui Idrissa Gana Gueye. Aujourd'hui, au Sénégal, Idrissa Gana Gueye est sur le banc de touche. Mais à un certain moment, le poumon de cette formation sénégalaise, c'était Gana Gueye. Gana Gueye était aimé au Sénégal plus que Sadio Mané. Oui. Mais aujourd'hui, c'est Gana Gueye qui encourage les Nampalys Mendy. Il est là à les introduire au niveau de l'équipe nationale. Donc, ce qui reste clair, c'est que Naby Keita a fait, ce n'est pas un bon comportement. Il est en train de fermer sa carrière. Il est en train de sortir par la petite porte. Moi, si c'était moi l'entraîneur qui est là, il faut qu'il oublie d'abord Naby Keita et puis il va imposer un système. Un joueur qui n'a pas de club n'est pas appelé en équipe nationale. Là, si les joueurs sont conscients de cela, chacun va être discipliné et va se battre dans son club pour avoir une place de titulaire. Est-ce qu'il faut foudroyer Naby Keita tout de même? Est-ce qu'il n'est pas victime autre chose que ça? Non, pour ce qui est du Sili national, je crois qu'on déplace le problème, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. En tout cas, ce n'est pas avéré qu'il ait fait ou dit quelque chose en équipe nationale. Maintenant, pour un joueur qui n'a pas de club ou même qui a un club qui ne joue pas, il n'y a pas de raison de l'appeler. Donc, pour le moment, il n'est pas sélectionnable professionnel, il n'est pas sélectionnable. Maintenant, c'est à voir s'il est suffisamment remplaçable parce que c'est facile naturellement de dire que tel est bon, tel est... Non, attention, mais on a vu des matchs, on a vu... Non, on ne va pas laisser aller les gens à ce niveau. On a vu à la CAN contre la Guinée équatoriale. Naby Keita était là en deuxième mi-temps. Il est en pleine forme. Le niveau affiché par Naby. Sauf qu'il est rarement en pleine forme. Il n'est pas en forme. Non, j'ai commencé par cela. J'ai dit pour un joueur qui ne joue pas ou qui n'a pas de club ou qui a un club qui ne joue pas. Si tu accroches son argument à une condition qui n'a jamais existé pratiquement. Mais Naby,
en pleine forme avec le Sili national, il n'a pas d'égal. Sauf que sur les, quand tu prends les 100% des cas, dans 90% des cas, il n'est jamais en pleine forme. En fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ceux qui sont là, même ceux qui sont en pleine forme à 100%, et je ne vois pas quelqu'un qui a la moitié de son talent. Mais le terrain, il n'y en a pas. Ah, mais il y a la question là qui se pose aussi. Il ne faut pas foudroyer juste Naby Keita, mais est-ce qu'il y a un joueur de son niveau dans cette équipe? On va aller rapidement avant de rebondir avec vous. Avant d'aller vers Passy. Je veux placer ça. Je veux te satisfaire. En équipe nationale, c'est vrai que le talent compte, mais c'est le rendement qui importe. On a vu que Guirassy, en termes de performance en Europe, il n'y a pas son égal en Afrique. Et son égal au monde, c'était que plus que peut-être Harry Kane. Mais en équipe nationale, quand on est arrivé, chacun a vu ce que Bayo a accompli à la CAN. Est-ce que les Guinéens, on avait besoin du talent de Guirassy, mais qu'en termes de rendement, il a des difficultés? Ou on a besoin du talent un petit peu limité de Bayo, mais qui nous met des buts quand on en a besoin? Je pense que le débat là où tu le mènes à dire ceux qui sont là n'ont pas la moitié du talent de Naby, ce n'est pas le talent de Naby dont on a besoin s'il n'y a pas de rendement. Parce que quelle que soit l'immensité du talent dont il dispose, si le rendement est nul ou dans la plupart des cas il est absent, ça ne sert à rien. Il y a eu des gens plus talentueux que lui, mais qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Rien. Donc ce qui est important pour nous en équipe nationale, c'est le rendement que chacun apporte. Et le problème avec Naby Keita, c'est que dans la plupart des cas, soit il est absent, ou il n'est pas au top de sa forme. Et c'est ça la difficulté. Alors que les gamins, même s'ils n'ont pas son talent, Agibou, quand il vient, qu'on le met milieu de terrain, il nous régale. C'est ce qui est plus important. Même si ce n'est pas ça, il y a des preuves palpables. On a suivi la dernière Coupe d'Afrique des Nations, là où, lorsqu'on titularise Naby Keita, on a du mal à gagner les matchs. La plupart des matchs où il était titulaire, on a du mal à gagner les matchs. Au contraire même, il empêchait Agibou d'être dans un bon registre. L'entraîneur était obligé d'excentrer Agibou pour donner de la place à des joueurs. Mais Naby était le grand partisan de la qualification de cette équipe en Coupe d'Afrique des Nations, Amadou. Il ne faut pas oublier son but mais pour la qualif. Je n'en disconne pas. Je veux préciser que c'est uniquement les matchs dans lesquels Naby a été titulaire qu'on a perdu. Exactement, qu'on a perdu les matchs. Face au Sénégal, on a perdu, face au Congo, on a perdu. Naby n'est pas apte aujourd'hui de prendre ses responsabilités et supporter une équipe, mais Agibou l'a fait lors de la CAN. On a vu Agibou qui nous a fait qualifier, il a pris ses responsabilités. Vous savez, pour préparer la nouvelle génération, il faut savoir les intégrer. Naby, on peut l'exploiter, mais en seconde explication, l'entraîneur l'a fait une fois, ça a marché contre la Guinée équatoriale, mais contre la RDC, il est là à promettre les mêmes bêtises, il met Naby Keita en tant que titulaire, il excentre Agibou complètement. Moi, je pense qu'aujourd'hui... En fait, on n'est même pas en train de dire la même chose. Vous êtes dans un monde dans lequel moi je ne suis pas dans ce monde. Il vient me faire comprendre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire mieux que Naby? Ce n'est pas une question même que je pose. Mais qu'est-ce que tu as posé? C'est une affirmation. D'accord. Nous, maintenant... On n'est pas dans le même monde. Dans le monde dans lequel vous êtes, c'est quoi? On va se comprendre. Vous croyez... Laissez-moi finir. Ce qu'il est en train d'affirmer maintenant, c'est que... Là même, c'est plus grave. C'est une question... Vous êtes en train de parler, je vous ai dit clairement, on va laisser aller rapidement. Qui n'a pas de club ou qui a un club qui ne joue pas, n'a pas de place en équipe nationale. Mais un Naby en prime, il n'a pas son égal avec l'équipe nationale. Maintenant, les joueurs dont vous parlez, on ne peut pas me dire que depuis que Naby est là, c'est Naby qui nous fait perdre. Ah ben aux Jeux Olympiques, il était là. Sérieusement, il nous fait gagner. Si, il nous fait perdre. Naby est plus un atout qu'un fardeau. Actuellement, là, moi, je me dis que... On va se comprendre. Moi, je me dis que... Je ne sais pas, vous regardez quand Naby Keita est titulaire, tu vas voir d'autres joueurs qui sont complexés. Après, je vais juste placer une question. On a envie tout le temps... Parce que j'ai envie de lui poser la question de savoir à quand remonte la dernière victoire de Naby Keita avec la Guinée. Ce n'est même pas ça. On a suivi la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Nous, on était à la CAN, on a vu ce qui s'est passé. Quand Naby Keita est titulaire, on perd. Il joue en CAN. Les Jeux Olympiques aussi, il est titulaire, on perd. On perd les matchs. Maintenant, quand Agibou est responsabilisé ou bien mort là, les enfants sont libres. Ils sont libres. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête ça. Ce n'est pas une question de royauté qui est là. Les postes là, il n'est pas né en tant que, je ne sais pas, milieu de terrain. Il a hérité. Lui aussi, c'est comme ça, il va quitter. D'autres joueurs vont venir, il faut qu'il y ait de l'intégration. Maintenant, c'est à l'entraîneur de savoir comment intégrer les jeunes joueurs. Naby Keita, en deuxième mi-temps, vers la fin, il peut quand même sortir, créer la différence. D'ailleurs, lui-même, il devrait avoir la sagesse de partir. Il ne va pas le faire. Quand il est encore temps. Il ne va pas le faire. Parce que Traoré, par exemple, quand il a senti que voilà, il ne pouvait plus être le capitaine qu'il faut, il ne pouvait plus nous apporter le rendement qu'il faut, il est parti tranquillement, il a cédé le flambeau à Naby. Je pense que lui, il devrait avoir la sagesse aujourd'hui de un petit peu commencer à céder le flambeau aux jeunes et à être exigeant. Même quand l'entraîneur le convoque, soit quand il n'est pas en forme, il décline complètement la convocation ou quand il vient, il exige à ceux qui rentrent en seconde
seconde période. Mais Naby Keita, on a vu, quand tu le titularises, il pèse sur l'équipe parce qu'il n'a plus le jus nécessaire. Il ne peut plus courir suffisamment comme il le faut. Il ne peut plus dépenser l'énergie qu'il faut. Et ça pèse sur l'équipe. Et puis c'est lui-même qui l'a. On va aller avec Passy. Est-ce que vous êtes d'accord avec les deux ou bien Jean? Bah oui, je suis d'accord avec tous ces deux côtés parce que c'est vrai, à un moment, il a apporté. Oui, je vais vous étonner. Je vais vous étonner. À un moment, quand même, il a apporté. Au début, on ne peut pas effacer cela quand même au sein de l'équipe nationale. On parle de maintenant. Il a apporté. Maintenant, je dis, il ne fait qu'un. Il n'est qu'un complément d'effectif qui n'apporte pas. C'est pas trop dit. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, vous avez été à la CAN. Vous dites ou vous nous rapportez ce que vous avez vécu. Vous avez touché les doigts à la réalité. Et nous autres qui sommes devant les écrans joyeux, on a vu ce qu'il apportait au sein de l'équipe nationale. Et au fait, il apportait moins pendant que les enfants se cravachaient. Mais au JO, est-ce que ce n'est pas l'un des grands bonhommes des JO? Non, il n'a rien apporté en tant qu'un grand joueur comme on l'attendait. Ablaye Touré, oui. Ablaye Touré, oui. En tout cas, on nous disait qu'il faut trois expérimenter, mais ce n'est pas cet expérimenté que... En tout cas, attention, c'est lui qui a fait briller Aliou Badra. Il a été magnifique lors de la première sortie. Kabeb Naby Keita, attention. Sinon, il a cassé le rythme. Il n'y a pas eu une vivacité au milieu de terrain. C'est le seul qui pouvait prendre le ballon Bassi dans le milieu de terrain pour l'alimenter. Il n'y a pas eu de créativité au milieu de terrain. On a vu un certain Ablaye Touré qui venait décrocher, qui apportait, qui venait botter les ballons, qui tournait autour, qui faisait deux rôles à la fois. Mais Naby, en tant qu'un joueur expérimenté, il n'a rien apporté. Avec son ami Amadou Diawara. Moi, ce que j'ai envie de dire... On va partir avec lui. Vous avez plus... Je vais placer rapidement. Après, on revient vers lui. Naby Keita, par exemple, quand je prends ces Jeux Olympiques, normalement, c'est lui qui a joué derrière l'attaquant. Et quand on a regardé ces Jeux Olympiques, nos atouts majeurs étaient sur les côtés. Aliou Badra, super flamboyant. Amadou Kalaban, il va super vite, il dribble. Mais le problème, on a manqué de présence dans la surface. Pourquoi on a manqué de présence? Parce que quand Al Gassimo est là, c'est lui qui est censé venir créer du surnom dans la surface de réparation. Naby, voilà, il est toujours... Mais est-ce que c'est le problème de Naby ou bien d'Al Gassimo? Al Gassimo, on a vu, il est très limité ce jour-là. Le problème, ce n'est pas Al Gassimo. Je suis d'accord qu'Al Gassimo, il a failli quelques mois, il a raté des occasions. Mais quand Al Gassimo vient, par exemple, il fait un appel au premier poteau, il y a qui en retrait, par exemple, quand les ballons... Face à la France, vous avez vu, il y a des ballons qui sont passés devant la surface de réparation. Mais du fait qu'il était tout le temps seul dans la surface de réparation, ça ne nous a pas aidé. Quand on avait des atouts sur le côté, il fallait plus de présence dans la surface. C'est pour ça, moi, j'aurais opté pour le remplacement de Naby Keita par un attaquant de pointe. Ça nous aurait permis d'avoir plus de présence dans la surface et on aurait pu gagner avec les ailiers qu'on a eu pendant cette Coupe d'Afrique. Alors Naby Keita va suivre un programme individuel afin de garder une bonne condition physique en attendant une solution au mercato. Rapidement, Amadou, vous avez 60 secondes après, on part vers le temps, on clôture. Si on est là à faire un débat sur Naby Keita en équipe nationale, c'est Kaba Diawara qui a occasionné tout ça. Même s'il est parti, il a été un entraîneur. Il est parti à il est parti, mais voici les séquelles qu'il nous a laissées ici, les signes précurseurs qu'il a laissés dans le football guinéen. Écoutez, un entraîneur qui a fait déjà des castings qui ne sont pas bien, ça va se répercuter sur l'équipe nationale. Un entraîneur qui appelle un joueur blessé, un entraîneur qui appelle un joueur qui se cherche, il encourage ce joueur de continuer dans ce mauvais sens. C'est ça même dans l'équipe nationale. Mais s'il y avait un entraîneur de caractère qui posait ses principes, soit disant qu'un joueur, dès que tu n'es pas titulaire dans ton club, tu vas être sur le banc, ou bien, si tu n'as pas de club, on ne t'appelle pas en équipe nationale. Tu allais voir Amadou Diawara et Naby Keita, il allait quand même se comporter très bien dans leur club. Mais ils pensent que ce qu'ils sont en train de faire dans l'équipe nationale, ils vont faire la même chose dans leur club. On a vu ce qui s'est passé à la Coupe d'Afrique des Nations. Les ont dit, les gens nous ont parlé. Il paraît-il que Naby Keita a insisté pour être titulaire contre la RDC. Il a insisté, on nous a éliminés. Les JO aussi, ils ont dit d'appeler trois joueurs qui ont de l'expérience. Ils l'ont appelé, on sait qu'il n'est pas en jambes. Il y a Diawara aussi qui n'a pas joué toute l'année quand même. Il ne pas tout mettre sur Naby Keita. Comment il va appeler des joueurs aujourd'hui comme Morla Silla qui a joué toutes les catégories, qui a joué la CAN U17, la Coupe du Monde U17, qui a joué la CAN U20, qui a joué le CHAN, qui a joué la Ligue des Champions, qui n'a pas brisé les étapes, qui est en super forme. Au moins, il y a des joueurs aussi qui sont quand même expérimentés. Il y a des joueurs qui ont du vécu. Maintenant, les Morla, ce n'est pas des débutants. Il fallait appeler des joueurs qui sont en super forme pour accompagner cette équipe. Non, tout ça, c'est pour te dire que si tu vois Naby est en train de faire ses bêtises, il est conscient que dans son équipe, là où il est dans son pays, même s'il est infirme, on va le titulariser. Donc, si on n'a pas des entraîneurs de caractère dans une équipe nationale, tu vas voir des joueurs qui vont avoir les mêmes comportements. Vous avez pas bien certainement Camille Zéat, il est parti à la CAN blessé. Il n'a pas vu une équipe
des Jeux Olympiques, on sélectionne un joueur qui n'a même un petit joueur de 16 ans qui ne s'est même pas illustré dans le championnat guinéen. On l'amène, on dit c'est la masse. Il a donné quoi? Donc c'est pour te dire que tant qu'on n'a pas des entraîneurs de caractère, tant qu'on n'a pas une fédération guinéenne de football responsable, les joueurs guinéens vont se comporter très mal dans leur club. Et ce n'est pas seulement Naby Keita. Hein. Il y a beaucoup de joueurs qui ont montré de l'indiscipline dans leur club parce qu'ils savent que dans leur pays, ce sont des rois. On va lire quelques réactions sur notre page Kavi TV. Lui, c'est Kabadaï pour Naby Keita. Je suis d'accord avec vous. Et de l'autre côté, on a un autre message. Lui, c'est Koni Bangali Kamara. Naby Keita mérite respect et considération au sein de l'équipe nationale guinéenne, comme à l'image de Titi Kamara, Pascal Fenduno. Un autre message, Ahmed Kabele Kamara. Bonjour monsieur Bangoura, je te suis depuis la France. Ça, c'est un message qui est adressé directement Passy. Il s'appelle Ahmed, comment dire, Hamid. Ahmed Kabele Kamara. Alors, on va aller avec vous rapidement pour clôturer. Non, je crois qu'on a carrément dévié de ce qui était prévu dans le sujet. On est en train de parler du Sili. Et moi, je ne sais pas si on regarde le même football, mais moi, le Naby que j'ai vu lors des derniers JO, m'a agréablement surpris pour un joueur qui n'a pas de club, ou qui ne joue pas surtout. Moi, il m'a agréablement surpris, surtout lors du premier match. Naturellement, j'ai vu un joueur très affûté qui offrait de l'espace aux ailiers. Sérieusement, et je dirais qu'on a perdu ce match, ou en tout cas, on a perdu ce match lorsqu'il est sorti, parce qu'on n'a pas eu un remplaçant direct de lui lorsqu'il est sorti. Maintenant, pour ce qui est du reste, je crois qu'une équipe nationale, ou n'importe quelle équipe, se construit aussi à travers la valorisation de ceux qui ont fait la gloire de cette équipe. Le fait de descendre un grand joueur, fut-il, même si pour certains ça peut ne pas l'être, historiquement d'un pays, ne fait pas honneur, surtout si parfois ça n'a même pas un lien avec sa performance sur le terrain. On peut tout dire de Naby, mais quand il porte le maillot du Sili national, il donne le 100% de lui-même. Même lorsqu'il est blessé, il essaie de jouer. Il y a d'autres messages qui disent, lui c'est Amou Kanama Silla, enlevé Amadou Diawara, tout doucement. Alors pour les millions de parieurs qui nous suivent partout dans le monde, vous pouvez gagner des millions avec notre sponsor YellowBet en tapant le lien du www.yellowbet.com.gn. Après, cliquez sur s'inscrire, puis introduisez votre numéro de téléphone, ensuite créez votre mot de passe, puis cliquez sur le code promotionnel, introduisez le code promo du jour, minière, puis cochez les conditions générales. Cliquez ensuite sur inscrivez-vous maintenant et introduisez le code de confirmation que vous recevrez en message dans la partie code, puis cliquez sur terminer pour valider votre inscription et vous recevrez directement vos bonus de 50 000 francs dans votre compte. Dans quelques secondes, nous allons parler de Ilex Boriba qui va rester en Espagne juste avant cette transition.
À Tour d'Europe, continue, nous sommes de retour. On va parler maintenant de Ilex Moriba, de retour de son prêt à Getafe, où il évoluait la saison dernière. Ilex Moriba Kourouma retourne encore en Espagne. Le Leipzig l'a envoyé cette fois en prêt avec option d'achat au Celta Vigo. C'est une bonne nouvelle pour vous, Hamid? C'est une bonne nouvelle, oui, au vu de sa situation, parce que s'il restait à Leipzig, il n'allait pas jouer. Dans ce sens-là, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il va retrouver un club où il va jouer avec son expérience qu'il a de la Liga, ça c'est bien. Maintenant, par rapport à la situation de sa carrière, un quatrième prêt qui s'enchaîne, ce n'est pas une bonne nouvelle. Je pense que c'est quelqu'un qui a pris une trajectoire complètement différente de celle qu'il aurait dû prendre. En raison de mauvaises décisions, parce qu'il n'est pas bien managé, il n'est pas dans une bonne agence. Actuellement, je crois qu'il est dans Promo eSport comme agence. C'est une, je ne vais pas dire petite agence, ce serait leur manquer de respect, mais ce n'est pas une agence réputée pour bien gérer la carrière d'un joueur. Quand vous regardez sur les joueurs qu'ils ont, à part Carlos Soler, je ne vois pas de grands joueurs dans leur agence. Donc, ce n'est pas sa faute. Le rôle de l'agence est super important pour ficeler un très bon contrat ou un très bon cadre pour un joueur pour son évolution. Déjà, le fait de quitter au Barça, il a manqué de conseils. Ça, c'est un problème de conseiller. Et ça, c'est le rôle de l'agence, c'est le rôle du papa, c'est le rôle de la famille. Il n'a pas été bien conseillé pour des raisons financières. Il a quitté le Barça. Alors que sur ce qu'on voit aujourd'hui, s'il était resté au Barça, il aurait pu avoir les mêmes destinées que des joueurs comme Gavi aujourd'hui, comme Pedri aujourd'hui. Mais il a pris la mauvaise décision de partir à Leipzig pour des questions financières. Il a été très mal conseillé aujourd'hui. C'est qu'il est en train de vivre comme ça. Donc, même les clubs où il va, même quand il réussit à faire de très bonnes performances, par exemple à Getafe, il avait réussi à faire une très bonne saison, mais qu'est-ce qui fait qu'on ne le garde pas? C'est parce que son agence n'est pas capable de ficeler un très bon contrat de telle sorte qu'on capitalise sur ce qu'il a accompli comme bonne saison. Conséquence, il retourne dans son club, on l'envoie dans un autre prêt. Ça, ce n'est pas bien pour la carrière d'un joueur. Ça manque de constance et ça craint beaucoup pour la suite de son avenir. Et justement, ces va-et-vient risque-t-il d'impacter sur la carrière d'Ilex Moriba? Non, ça va forcément l'impacter. Le départ, d'abord, Hamid l'a dit, lorsqu'il avait commencé avec les Blaugrana, il fallait rester, il fallait quand même garder sa sérénité. Est-ce qu'il avait le niveau du Barça? Il y a ça qui se pose aussi. Bien sûr. Est-ce qu'il n'avait pas peur? En ce moment, vous savez, le Barça, il y a un système en place. Le joueur, quand tu viens, tu es obligé de s'adapter à ce système qui est en place. Ce n'est pas le joueur qui va venir avec un système. Donc le Barça, quand on te donne un temps de jeu, va bien te préparer. Ils ont des entraîneurs qui sont aguerris. Mais ce joueur, lui, il a la tête sur les épaules. Je vois un jeune footballeur orgueilleux qui pense qu'il est à l'extrémum. Voilà, il a un Messi, il est un Cristiano Ronaldo. Par hasard, il vient dans un pays comme la Guinée qui est complexé. Quand on parle de la Masia, on pense que voilà, c'est lui qui a inventé le football, c'est un magicien. Non, attention, on se trompe. Il y a des joueurs qui ont été formés. Mais la Masia, c'est quand même costaud. Oui, je suis d'accord. Mais il y a de ces joueurs qui sont formés dans des grands clubs où ils sont indisciplinés, où ils jouent pratiquement même pas un bon football. C'est comme une école. Il y a de ces écoles en Guinée ici, c'est des écoles de référence. Mais quand tu vérifies, forcément, il y a des personnes là-bas qui sont intelligentes, mais qui sont indisciplinées. Un joueur indiscipliné, on n'a pas besoin de lui. Quand il est venu en Guinée ici, il a été accueilli. C'est le seul joueur qui a été accueilli dans un stade ici. On l'a acclamé. On a mis dans sa tête que ouais, c'est toi, voilà, tu es comme Messi dans ton pays. Le surcroît, on lui donne encore le numéro 10. Et puis, on met des joueurs qui ont joué toutes les catégories, qui ont apporté beaucoup de choses à l'équipe nationale. On les met sur le banc, on dit, toi, tu es titulaire. Ça, c'est dingue. Et deuxièmement, moi, j'ai vu ce joueur en équipe nationale, lors de ces éliminatoires, je ne sais pas si c'est la CAN ou c'est la Coupe du Monde, on lui change. Il a pris son maillot, il a jeté sur le sol. Le lendemain, on lui reconduit encore. Moi, je me dis tout le temps, c'est à la base. Quand tu es dans une équipe nationale qui est rigoureuse, une équipe nationale qui impose aux joueurs, si vous n'avez pas un club, n'avez pas joué dans l'équipe nationale, je pense qu'ils vont avoir des très bons comportements. Il a toujours eu un club, Moriba. Il a toujours eu un club. Après le Barça, c'était Leipzig. Après Leipzig, Valence. À un certain moment, il a toujours eu un club. À un certain moment, lui n'avait pas de club, il se cherchait. Et quand il est parti là-bas, il n'était même pas titulaire. Un joueur qui ne dure pas dans les clubs, il faut se poser la question. C'est parce que c'est un joueur qui n'est pas discipliné. Et tu sais que le joueur là, indiscipliné, tu l'appelles dans ton équipe nationale, tu donnes le numéro 10, ça c'est donc. C'est un joueur qui est très mal entouré, qui est indiscipliné, qui n'a pas d'objectif. Moi j'ai peur pour lui, pour ne pas finir comme un joueur comme Robinho. Ce n'est pas parce qu'il est talentueux, mais avec ces genres de comportement, on n'a pas besoin de ces joueurs dans un club. Un joueur qui est incapable de jouer 2 saisons dans un club n'est pas un joueur ambitieux. Il faut qu'on arrive à se dire la vérité. Lui, là où il a quitté le Barça, c'est là où j'ai compris, lui n'est pas ambitieux. Il a eu la chance de tomber comme des pays comme la Guinée, voilà, qui ne savent pas réellement ce qu'on veut, on est complexé, on l'a donné le numéro 10. Et puis moi, ce joueur, son style de jeu, je n'ai pas aimé. Un numéro 10, un 10 moderne,
c'est un joueur qui joue en football collectif. Tactique. Mais lui, il ne joue pas collectif, il n'est pas tactique. Technique aussi, quand Ilex Moriba, il te dribble, il se retourne encore en arrière. Il attend son adversaire pour donner du spectacle. C'est un jeune joueur qui a envie de donner du spectacle. C'est un jeune joueur qui a envie d'être leader sans travailler. C'est un jeune joueur qui a envie de montrer à tout le monde qu'il a été formé au Barça. C'est l'étiquette-là, formé au Barça, c'est l'étiquette-là qu'il a donné de cote en Guinée. Et quand il est venu la donner numéro 10, il a mis dans sa tête qu'il est devenu un bon joueur alors qu'il ne travaille pas. Il ne peut pas tenir 90 minutes avec le même rythme, jouer en football collectif. Il n'a pas le profil d'un vrai 10. Ce joueur-là, il nous a quand même trompé. Moi, je pense qu'il ne va pas s'en sortir. Écoutez, Celta, le Celta Vigo n'est pas d'accord avec vous. On va lire bien avec vous rapidement le communiqué. Le RC Celta dispose désormais de la pièce qui complète son milieu de terrain. Le milieu de terrain bleu clair retrouve qualité, trajectoire et solidité avec l'arrivée d'Ilex Moriba, prêté avec option d'achat par le RB Leipzig jusqu'à la fin de la saison, a annoncé le club espagnol dans un communiqué publié ce mercredi 7 août. Vous êtes d'accord avec ce communiqué, Jean? Vous savez, oui, je crois qu'il complète un milieu de terrain qui peut-être va se dépeupler parce qu'il semblerait que Zubimendi va s'engager avec Liverpool, donc une place se libère. S'ils ont peut-être laissé Zubimendi pour prendre Ilex. Zubimendi était oui, absolument. Donc c'est un complément. En fait, Ilex Moriba, pour moi, ce n'est pas lui la faute ou même une agence, c'est son papa. Non, lui aussi. C'est son papa qui lui a mis dans lui, quand tu vois le gars là jouer sur le terrain. Son entourage, non, ce n'est pas une agence, c'est son entourage, de l'équipe managériale. Parce que quand il y a de cette agence, en fait, les négociations se passaient très bien avec le Barça pour sa prolongation. Mais la politique au Barça, c'est très clair. Quand tu fais une première bonne saison après le centre de formation, on te propose un salaire, en tout cas intermédiaire, comme on a fait avec tous les autres joueurs. On lui a proposé un salaire qui était au même niveau que Pedri à l'époque et de tous les autres jeunes. Mais lui, en fait, son papa a demandé un peu plus ou voire le double du montant. Et le Barça a perçu ça comme quelque chose qui sortait du cadre de ce qu'ils ont, eux, établi. Et puis, ils lui ont demandé de présenter une offre, peu importe l'offre, ils allaient l'accepter, il allait partir. Mais encore une fois, c'est un jeune très talentueux, on peut tout dire de lui, mais c'est le cadre qui manque pour lui et ça démontre, et ça joue sur lui par rapport à sa carrière. Il y a un joueur de moins de 22 ans qui a maintenant, qui n'a pas fait 2 saisons dans un même club, donc ça démontre tout ce qui tourne autour de lui, comme quoi le talent seul ne fait pas un joueur, il y a l'entourage, il y a tout ce qui tourne autour. Il faudrait qu'il se ressaisisse, qu'il essaie de faire, qu'il essaye d'abord de faire une bonne saison avec ce club, essayer pourquoi pas de rester au moins 2 saisons dans un même club, parce que la deuxième partie de sa saison avec Retafe pour la saison qui vient de finir, et il a bien réalisé. Moi, je m'attendais même à ce que Retafe lève l'option d'achat. Je ne sais pas pourquoi il a choisi ce club-là. Mais bonne chance à lui. Espérons qu'il puisse se pérenniser et rester. Parce que c'est à lui maintenant de se battre pour pousser Celta Vigo de lever l'option d'achat en fin de saison. Oui, c'est à lui de travailler, de cravacher parce qu'il a cassé le rythme depuis au Barça. On voulait le voir de la même allure avec aujourd'hui Lamine Yamal. Sauf qu'il s'est trop précipité avec son équipe managériale, faute d'argent, parce que son papa voulait coûte que coûte être le plus riche. Aujourd'hui, il y a Ansu Fati qui passe à côté de sa carrière. Voilà des joueurs illustratifs. Il a été quand même par blessure. Mais ce qu'on entendait de Ilex Moriba, Major l'a un peu broché ici dans ses lives. On a vu un joueur qui était attendu en fanfare, même en Guinée. Mais au fait, ça envoie une image aussi très positive parce qu'on dit que, oui, voilà un jeune Guinéen qui a été formé à la Masia. Et puis derrière, on s'attend aussi qu'il y ait aujourd'hui le joueur qui va bousculer le grade suprême du football européen. Mais sauf qu'il n'a pas été le cas. La seule qualité qu'on découvre sur ce jeune, c'est peut-être l'aspect physique. Quand même, il est physique. Mais en ce qui concerne de la technicité... Non, il ne travaille pas. Oui, quand même, il est physique. Au fait, lui, c'est pas un joueur moderne. Il est un peu combatif. C'est ce qu'il a raté. C'est ce que je dis. Il a grillé ses cartes au début depuis le Barça. Parce que le Barça, à 18 ans, 19 ans, le Barça l'essayait dans certains matchs pour lui faire certaines retouches dans sa carrière, pour lui permettre d'être dans le tempo de n'importe quel système qu'on peut lui adopter. Là-bas, on travaille. Oui, parce que là-bas, on travaille. Mais tel n'a pas été le cas. Et derrière, il a trouvé un autre chemin pour venir à Leipzig.
tu permets... Ce qui n'a pas aussi... Jean, allez-y rapidement. Ce qui n'a pas aussi été le cas. Et regardez, au bout de 2 saisons, il a fait combien de clubs? Je crois pour un joueur qui se veut sérieux, ne l'accepte jamais. Mais, disons, pour peut-être remettre les choses dans leur contexte, il faut dire que si on peut lui reprocher peut-être de l'indiscipline ou de manque de profession, c'est depuis qu'il a quitté le Barça. Il faut dire qu'il y a un système de suivi des joueurs du Barça qu'il est très rare pour des jeunes de sortir de là-bas avec de tels traits. Pour des joueurs dont on détecte très rapidement qu'ils sont indisciplinés, on les éjecte. C'est ce qui est arrivé à Icardi, c'est ce qui est arrivé à Diao Baldé aussi. Pour lui, si on peut dire ça, c'est depuis qu'il a quitté le Barça. Ce n'est pas... peut-être que c'est venu après, mais il est formé dans un cadre... En tout cas, déjà bien que le Barça comptait énormément sur lui, il suffisait de voir les minutes qu'il a engrangées cette saison. Ça prouve que, globalement, de sa formation au haut niveau, il comptait sur lui et il pouvait compter sur lui. L'erreur, pour moi, est arrivée à ce niveau. Il est parti dans un club qui ne comptait pas suffisamment sur lui. Et puis il a enchaîné les prêts et peut-être les blessures se sont mêlées dans la danse. C'est ce qui lui a conduit aujourd'hui à ce niveau. Maintenant, moi, d'où mon intervention qui pointe du doigt l'agence ou son équipe managériale. Parce que quand vous envoyez un joueur dans un club qui ne correspond pas, c'est-à-dire sans étudier au préalable le projet sportif, voir est-ce qu'il peut s'épanouir. C'est arrivé sur un coup de tête. Voilà, exactement. Voilà, la question. Rapidement quitter le Barça. Donc ça, il n'y a pas eu d'étude de projet sportif pour voir comment il peut s'épanouir dans la durée dans ce club-là. Et il ne faut pas se vendre du rêve. Vigo ne lèvera pas l'option d'achat. Ce qui va se passer, on connaît aujourd'hui comment le business... Non mais Hamid, on ne le sait pas. Je vais expliquer. Pourquoi Retafe n'a pas décidé de le recruter? Ça se passe partout ailleurs. Aujourd'hui, le football, c'est un modèle, c'est un business. Les clubs, c'est les entreprises. Ils savent, par exemple, ils connaissent les conditions qui régissent la levée de l'option d'achat. Mais s'il explose, maintenant, ce que je te dis comme ça, on est capable de casser le joueur lui-même pour ne pas lever l'option d'achat. C'est le même tour que l'Atlético a fait au Barça. Barça a prêté Griezmann à l'Atlético Madrid avec des conditions bien définies. Alors que Griezmann était très bon en termes de rendement avec le Barça, il était excellent, il donnait... Qu'est-ce que l'Atlético a fait? Au bout d'un moment, puisqu'il y avait un temps de jeu qui était défini, qui faisait partie des conditions pour lever l'option d'achat, on a commencé à lancer Griezmann à 30 minutes de la fin. Parfois, on le fait débuter à la mi-temps, on le remplace, juste pour ne pas que les conditions de l'option d'achat puissent être remplies et qu'on lève. C'est comme ça que les clubs fonctionnent aujourd'hui. On se sert de toi, certes tu es rentable pour le club, même si tu es performant, mais au bout d'un moment, sortir l'argent, c'est-à-dire débloquer les finances, c'est pas évident. C'est pour ça que je ne suis pas sûr qu'on va lever l'option d'achat. Vous remarquez que dans les agences sportives de football, c'est le suivi, conseil, placement. Donc, si Ahmed fustige également son agence son agence sportive, je crois que la responsabilité vient de là aussi parce qu'ils n'ont pas été des bons conseillers, ils n'ont pas été aux côtés du joueur pour le permettre d'exceller également à haut de l'échelle dans sa carrière. Et ils n'ont pas été à la hauteur de vous savez, à un certain niveau, le joueur a son mot à dire. Quelle qu'en soit la situation. Même s'il est jeune, mais ce n'est pas un bébé. Hein. Il a dépassé les 18 ans. Quand on a 20 ans ou 21 ans, on sait réellement ce qu'on veut. Quels sont mes objectifs? Il y a toujours un conseiller sportif. Mais un conseiller sportif, mais ça se discute, ce n'est pas de la dictature. Le conseiller sportif, il discute avec son joueur. Et si c'est le parle. Même si c'est son père, ça se discute. Mais écoutez, vous savez, les papas de là-bas, ici, c'est la même chose. Là-bas, en Europe, même si tu dépasses les 18 ans, tu es responsable. Si le joueur... Non, quel qu'en soit PDX, si le joueur a été ambitieux, il allait discuter avec son papa, ou bien il résilie son contrat avec sa structure. En tout cas, il cherche des points de sortie. Mais j'ai compris que c'est un joueur qui aime la facilité. Il n'a pas terminé sa formation avec le Barça, il est parti. C'est comme Neymar, quand il était venu avec Messi, Messi l'a tout le temps encouragé, Messi a tout le temps sollicité pour que Neymar reste dans le Barça et qu'il joue. Il y avait des choses qui restaient pour Neymar qu'il devait apprendre. Le plan psychologique et mental, le comportement d'un bon joueur. Les schémas tactiques, ça lui manquait. Mais Neymar, il voulait être leader, il voulait se comparer aux grands joueurs. Il est parti au Paris Saint-Germain. On a compris, Neymar seul ne peut pas être leader d'un club. Et ce joueur-là aussi, c'est l'étiquette de la Masia. C'est là où il a trompé tout le monde. Est-ce que vous avez vu un match de Lex Moriba où il a fait un match XXL? Il a pris ses responsabilités en tant que milieu 10 des joueurs comme Yaya Touré ou bien des joueurs comme Messi. En tout cas, un leader. Parce que quand on est milieu du terrain, on est leader. Tout passe par lui. Moi, je n'ai jamais vu Lex Moriba. Moi, je n'ai jamais vu Lex Moriba, qu'il soit en équipe nationale, qu'il soit en club. Il a joué en football collectif où il a enchaîné 2 ou 3 passes décisives. Ses buts sont tout le temps individuels. Lui, ce n'est pas un joueur sérieux.
Alors on va s'arrêter là. En tout cas, après 2 prêts à Valence et un autre à Retafe, l'international guinéen de 21 ans va jouer une 4e saison en Liga espagnole depuis qu'il a signé à Leipzig en provenance du FC Barcelone. Cette fois, il devra convaincre les dirigeants du Celta Vigo à lever son option d'achat. Et pour nos parieurs, vous pouvez gagner des millions avec notre sponsor YellowBet en tapant le lien du www.yellowbet.com.gn. Après, cliquez sur s'inscrire, puis introduisez votre numéro de téléphone. Ensuite, créez votre mot de passe, puis cliquez sur code promotionnel, introduisez le code promo du jour qui est minière, puis cochez les conditions générales. Et cliquez ensuite sur inscrivez-vous maintenant et introduisez le code de confirmation que vous recevrez en message dans la partie code, puis cliquez sur terminer pour valider votre inscription et vous recevrez directement vos bonus de 50 000 francs guinéens dans votre compte. Dans quelques secondes, nous allons parler du sacre, bien sûr, de l'Espagne au JO après juste cette transition. De retour sur ce plateau JO, maintenant le match pour la médaille d'or du tournoi olympique de football masculin Paris 2024 a clôturé en beauté une compétition riche en émotions. L'Espagne et la France ont offert un spectacle incroyable au Parc des Princes. En finale, la Roja s'est imposée 5-3 en prolongation après un retour en force des Bleus en s'imposant. L'équipe très technique de Santi Denia a suivi les traces de grands champions. La seule équipe espagnole ayant remporté la médaille d'or comptait alors dans ses rangs Pep Guardiola, Luis Enrique et Abelardo qui ont triomphé à domicile à Barcelone en 1992. Cette équipe, l'Espagne en général, attendait l'or parce que ça remonte de loin, 92. Nous, ça remonte de loin et il faut dire qu'ils ont fini 2e ou 3e lors des derniers JO. Ils ont pris l'argent face au Brésil. Oui, donc ils ont pris la 2e place. Donc c'était vraiment attendu à ce niveau, mais il faut dire que quel match, quelle finale. C'est-à-dire on est passé par toutes les émotions. À un moment donné, la France mène et puis l'Espagne revient et mène au score par 2 buts. Et puis les Français reviennent en seconde période. Donc c'était un match de très haut niveau. Et les deux meilleurs équipes de la compétition se sont rencontrées en finale et ça nous a donné une telle rencontre. Mais pour revenir à ces jeunes Espagnols, on va faire le tour de la rencontre pour l'instant. Je sais que vous vous impatientez. On va parler d'Espagne, on va parler de la Masia. Ne vous inquiétez pas. Justement, on va aller avec vous, Hamid. Malgré l'ouverture du score par les Français, l'Espagne a répliqué avec force, inscrivant 3 buts en moins de 10 minutes pour mener 3-1 à la pause. Vous vous attendiez à cette force de l'Espagne dans ce match-là, dans cette finale? Logiquement, sur le départ, vous avez coupé Yamé, mais c'était un élément important. Autant de joueurs de la Masia, c'est l'école. C'est un football d'école que j'ai vu pendant cette finale-là. Parce que j'ai vu un moment... C'était la finale de Thierry Henry, la finale de la France. L'Espagne, j'ai vu, ils ont tenté de... C'est-à-dire, ils ont vu une équipe de France regroupée qui les obligeait à passer sur les côtés. Mais quand ils ont décidé de créer la faille dans la verticalité au milieu de terrain, ils l'ont fait en 2-3 passes. On a servi Fermin Lopez dans la surface de réparation. Il a réussi à égaliser le but. J'ai vu une équipe très séduisante, une équipe super bien organisée face à une équipe de France qui au début a voulu se servir de l'impact physique, voilà, pour imposer quelque chose à cette équipe d'Espagnols. Ils ont bien joué, ils ont bien déjoué les pronostics, le plan français. Finalement, ils menaient 3 buts à 1, même si coup sur coup les Français sont revenus en seconde période. Au final, comme Diar le dit, c'était une finale spectaculaire, 8 buts inscrits. Ça, c'est pas tous les jours que ça arrive. Ah, justement, Amadou, quand même, c'est 3 buts en 10 minutes, c'est costaud ça. Ouais, surtout lors d'une finale très élevée qui est les Jeux Olympiques quand même. C'est costaud, c'est logique. Quand tu vois la configuration de cette rencontre, tu vois combien de fois cette formation espagnole était capable de conserver le ballon, priver le ballon à l'équipe adverse. Donc cette formation, tout ce qu'elle faisait, c'était précis. Le football était, voilà, c'était franchement direct, clair, limpide et propre. Le football moderne aujourd'hui, il faut savoir d'abord priver le ballon à ton adversaire, maîtriser le système de jeu et ce qu'ils ont fait. Et puis dans le système de jeu aussi, ils n'ont pas été quand même déséquilibrés sur le plan mental. Défensivement, ils ont gardé leur sérénité et puis ils ont posé leur ballon. Dès qu'ils arrivent à subir un but, voilà, ils ne s'affolent pas.
Voici une équipe qui ne s'affole pas, en un mot. Donc ce sont des équipes souvent qui partent jusqu'au bout, qui partent prendre une compétition. Moi je me dis, avec cette formation espagnole, c'est quelque chose qui a été travaillé à la base. On y Voilà, c'est une politique sportive. Moi j'ai suivi tout dernièrement un entraîneur de Joliba qui disait que le club c'est à la base. Et puis cette formation a une base bien assise. Ils ont un football limpide et bien structuré à travers un entraîneur qui maîtrise le profil de chaque joueur et qui étudie le match des fois en fonction de son adversaire. Parce que si vous observez le début, le football qu'ils pratiquaient, vers la fin, ils ont relooké complètement le système de jeu. Cela veut dire qu'ils ont un entraîneur qui est capable d'improviser dans le jeu en fonction de l'équipe adverse. Moi, dans cette compétition, j'ai vu la maturité de l'entraîneur, où c'est l'homme, moi, qui a été le point focal de leur prouesse dans cette compétition. Alors, Passy, c'était la finale quand même de la France, de Thierry Henry chez eux. Ils voulaient vraiment remporter cette finale, les Bleus. C'était vraiment une finale tant attendue. Maintenant, Thierry Henry voulait vraiment la remporter. Sauf que la finale a tenu à toutes ses promesses, parce qu'on se disait que l'Espagne a tous les arguments à faire valoir aujourd'hui dans le football européen. Récemment, l'équipe A été champion d'Europe, et puis les enfants. C'est que, comme Mazor vient de le dire, il y a une politique sportive. On va parler de cette politique. Intéressons-nous d'abord qui accompagne toutes ces équipes. Et aujourd'hui, si vous avez bien suivi, c'est comme si les Français sont allés réveiller un lion qui dormait dans la forêt. Et vous avez vu, au bout de 10 minutes, 15 minutes, en tout cas, les premiers quarts d'heure de jeu, les Espagnols, ils ont explosé de forme, ils ont explosé de tactique, ils ont explosé de velléité offensive. Et ce qui a fait ce score, ce changement de score, le plus rapidement que possible. Alors Thierry Henry voulait vraiment remporter cette compétition. On va le citer rapidement. Ça a été quelque chose de magique, vraiment, a déclaré Thierry Henry, le sélectionneur des Bleus. C'est sûr que ça ne s'est pas terminé comme on voulait, mais l'histoire est extraordinaire. Je leur ai dit tout simplement que j'étais fier d'eux, qu'ils pouvaient être fiers d'eux-mêmes, qu'on est médaillé à l'arrivée. Avant d'aller vers Jean, on va continuer avec vous, Hamid. On sent qu'il est triste, hein, Thierry Henry. Ouais, logiquement, c'est un peu compréhensible. Surtout quand vous regardez le scénario du match où vous réussissez quand même à remonter 2 buts, revenir à 3-3. Surtout à un moment où aussi la France continue à appuyer sur l'accélérateur, surtout à mettre beaucoup d'impact physique, ils auraient pu peut-être se surpasser. Parce que l'Espagne, ils ont marqué, ils ont fait le boulot. Au bout d'un certain moment, ils ont levé le pied sur le ballon. Ils ont laissé l'adversaire prendre de la confiance et revenir à 3-3. Donc le scénario tel qu'il est comme ça, avec l'ascendant psychologique, on se serait attendu à ce que la France prenne le dessus et qu'elle s'impose au final. Mais je pense qu'au bout du compte, Thierry Henry, il a de quoi être fier de lui-même. Parce que quand vous regardez le parcours, quand vous regardez le peu de temps pendant lequel il a réussi à accomplir ce travail-là, je pense que c'est suffisant. Et c'est une alerte qu'on envoie au monde entier pour dire qu'un bon entraîneur n'a pas besoin d'une éternité pour construire quelque chose de sérieux. Ouais. C'est ce que Thierry Henry a fait. Un bon travail, même malgré les difficultés qu'il a eues, parce que c'est pas... une flèche à l'endroit de qui C'est une parenthèse. La logique du monde entier, hein, à l'endroit du monde entier. Je pense qu'il a abattu un gros travail, surtout que ce n'est pas tout son groupe au complet qu'il a eu pendant ces JO-là. Et surtout, ce que j'ai apprécié de lui et son staff, c'est que pendant la seconde explication, on a eu du répondant. Ils ont eu des changements qui ont apporté quelque chose vraiment de symbolique et qui leur ont permis de revenir au score. C'était tout simplement une équation. Réussir à égaliser ces 2 buts. L'entraîneur avait du travail à faire, ils l'ont fait, ils ont réussi à égaliser. Même si pendant les prolongations, les Espagnols ont remis les pieds sur le ballon et ils sont bien servis de leurs atouts pour remporter finalement cette finale des Jeux Olympiques. Bravo aux Espagnols, et Thierry Henry n'a pas démérité franchement. Alors Jean, on peut dire merci à la Masia parce que cette école était plus représentée dans cette équipe. Ouais, 7 joueurs. Ah ouais, 7 joueurs de la Masia. Est-ce que c'est la Masia qui a remporté ce trophée, même si... La Masia a contribué énormément parce que c'est une équipe nationale. C'est vrai que la majorité des joueurs étaient formés au Barça, mais c'est une équipe nationale. On peut dire que la Masia répond toujours. En tout cas, pour ce qui est de la Roja, les grands succès de la Roja ont toujours été, en tout cas, ont eu en grande partie des origines au niveau de la Roja. Il faut le souligner. Maintenant, pour ce qui est de ce match, il faut dire que les Français
en quelque sorte, ont réussi le pari pour la seconde période, revenir au score, mais ils ont tellement dépensé de l'énergie pour revenir au score. Pendant les prolongations, ils étaient carrément abattus. Et là, l'Espagne a remis les pieds sur le ballon. Mais pour ceux qui ont suivi le match, à un moment donné, pendant la seconde période, le cœur commençait à battre pour les supporters de l'Espagne, parce que les Français avaient pris de l'ascendance surtout, et physiquement, et les joueurs de la Roja étaient plus ou moins apathiques, surtout à la sortie de Fermin au milieu de terrain et d'Abel Ruiz qui pesait beaucoup sur la défense française. Et heureusement plutôt que l'entraîneur a réussi à se remettre en question et a fait envoyer un autre jeune Bernabé qui a remis tout le monde dans la forme, et puis ça les a permis de gagner ce match-là. Mais encore une fois, c'est la victoire d'une philosophie, d'une stratégie mûrement réfléchie. C'est vrai que globalement, pour ce qui est du top 3, quand on regarde, on comprend aisément que c'est la victoire d'une formation, c'est-à-dire d'une formation à la base, que ce soit pour les Espagnols, les Français, mais aussi pour les Marocains. Du Barça, pour les Marocains. Oui. Pour ce qui est de l'Espagne, c'est venu en majorité du Barça. C'est-à-dire qu'il y a même des joueurs qui ont déjà quitté le Barça, mais qui ont été formés à la Masia et qui se retrouvent ici. Je m'amusais un peu à voir qui était le joueur qui dépassait les 23 ans. Et je ne vois qu'Iñaki Peña, par exemple, seulement le gardien. Et pour le reste, on n'a pris que des jeunes. Peut-être que c'est l'Espagne seulement qui peut se permettre cela. Maintenant, pour saluer le travail de Thierry Henry, il faut dire qu'il a perdu beaucoup de joueurs cadres sur lesquels il comptait énormément pour ce tournoi. Les Kefren Thuram, les Barcola, même sur Mbappé, il comptait énormément. Donc, il a su composer avec ce qu'il a pour arriver en finale. Chapeau à lui, je crois qu'il a appris beaucoup de ses erreurs antérieures. Amadou, on va continuer de parler de l'Espagne. Champion d'Europe 2024, qui a battu, qui a éliminé beaucoup de grandes équipes, beaucoup de grandes nations. Et puis de l'autre côté, champion d'Europe U19 et maintenant champion d'Europe au JO. Qu'est-ce qui explique cette force de l'Espagne? Vous savez, on dit souvent le football, c'est pas de la loterie. Ça se prépare, c'est pas un jeu de hasard. Vous avez vu des nations comme, même si on parle, comment dirais-je, de l'Espagne, entre guillemets, je veux grignoter un peu sur le cas du Maroc. Allez-y voir la politique sportive aujourd'hui qui est en Maroc, les infrastructures sportives, les cadres intègres qui occupent au sein de l'administration du football marocain. Au Sénégal, c'est pareil. Vous avez vu le Sénégal tout dernièrement, n'importe quelle discipline, même si c'est les aveugles, tu entends, c'est le Sénégal. Les soumiers, c'est le Sénégal. Et football à la plage, beach soccer, c'est eux. Le football, basket, c'est eux. C'est pas de la magie, c'est quelque chose qui est préparé à la base. Dian a signalé quelque chose qui est extrêmement important. Si vous voyez l'ossature de cette formation... Ils sont d'accord aujourd'hui. Voilà. Non, c'est une réalité. Avant que j'arrive à tisser des relations avec Dian, c'est quelque chose qui est réel. En Espagne, ils ont tout le temps misé sur deux clubs, le Barça et le Real. C'est une bonne politique. Déjà, quand tu prends les milieux de terrain, la ligne offensive, c'est des joueurs qui jouent ensemble. Il y a une question d'adaptation. Quand tu vois l'Espagne jouer en football, il y a l'adaptation qui est là. C'est comme un certain moment, Xavi, Iniesta et consorts, tu amènes ces joueurs, tu les mets au niveau du milieu de terrain. Mais ça va partir vite. Ils ont leur politique sportive, ils ont leur stratégie de préparer une équipe nationale en fonction de leurs deux grands clubs. Je prends un exemple aussi sur la Guinée. Lorsque le Orea et l'ASCAM étaient en super forme, vous avez vu le champ au Rwanda? L'ossature de cette formation était composée que des joueurs en provenance de ces deux clubs, les Ibrahima Souri Sankon et tant d'autres, donc déjà qui jouent dans le même club, même s'ils ont les yeux fermés, ils sont capables de t'enchaîner 2 ou 3 passes parties, faire des phases de finition. Je pense que ce n'est pas une question de hasard, la logique qui s'est respectée, il y a une suite logique, c'est pour vous dire qu'ils ont une très bonne politique sportive, ils ont leur stratégie en place, dont beaucoup de personnes n'ont pas compris. Vous avez vu, on a vu des nations ou bien des clubs où 2 ou 4 joueurs qui jouent ensemble. Moi, je pense que ça fait la différence, surtout leur football et leur collectivité. Moi, je me dis, c'est à la base qu'ils ont travaillé et aujourd'hui, ils sont en train d'avoir des très bons résultats. Donc, entre Guillaume étant guinéen, j'attire l'attention aux responsables de la Fédération guinéenne de football d'arrêter des guéguerres qui sont en train de faire paraître qu'il y a un problème entre, je ne sais pas, Bouba Sampi et qui. On va en parler ça le jeudi. Voilà. Là, on est dans le tour d'Europe. Hein. Alors, Abid, justement, l'Espagne, quand ils partaient pour l'Euro 2024 en Allemagne, ce n'était pas les grands favoris. Lors de l'Euro U19, ils n'étaient pas les grands favoris. Les JO aussi n'étaient pas les grands favoris. Mais tout de même, ils réussissent à rafler ces 3 trophées.
Qu'est-ce qui explique cette force de la Roja? Je pense qu'en tête de liste, il y a le travail, ensuite il y a la patience, et puis en dernier lieu, je vais dire de la bonne coordination. Et regardez, la coordination va se poursuivre. Des gamins qui ont reçu l'Euro U19, ceux qui ont reçu les Jeux Olympiques, beaucoup vont se retrouver en équipe première au bout de certains moments. Fermin Lopez, par exemple, il était à l'Euro, il n'a pas joué, il vient pendant les JO, il brille. C'est la preuve qu'il y a une suite logique dans les choses, il y a une coordination dans le travail qui est en train d'être fait. Mais pourquoi je mets le travail en tête de liste? Parce que les Espagnols, ils ont tiré des leçons de leur échec répétitif, que ce soit en 2014 et en 2018. Dès lors, ils ont commencé à se poser des questions et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire évoluer dans notre football. J'évoquais à un certain moment que, à la différence, par exemple, ils ont apporté beaucoup de percussions sur les côtés. Il y a eu une époque en Espagne où on voyait des gens comme Iniesta qu'on envoyait sur le côté. Parfois, c'était Fabregas qu'on envoie sur le côté, des fois David Silva. Eux, là, ce n'est pas des joueurs qui apportent de la grande percussion. C'est des gens qui conservent beaucoup de ballons. Voilà, c'est un jeu purement tiki-taka. Mais regardez, à l'Euro, par exemple, on a eu Lamine Yamal sur le côté qui va très vite, super vite. On a eu Iñaki Williams de l'autre côté. Ça, c'est une nouveauté au football espagnol. Parce que si vous vous rappelez, l'Espagne n'est pas habituée à avoir des joueurs de ce profil-là, à la Neymar, quoi, qui prennent le ballon et qui, voilà, à la Vinicius, comme Iñaki Williams le fait, comme Lamine Yamal le fait. Je ne dis pas que les Iniesta n'étaient pas talentueux, mais Iniesta sur un côté, c'est pas autant de percussions que Lamine Yamal, c'est pas autant de percussions que, voilà, c'est un organisateur, c'est pas quelqu'un qui va te prendre avec la vitesse. Alors que ces deux jeunes-là apportent beaucoup de vitesse. Donc les Espagnols ont déjà apporté ça dans leur jeu et ils ont surtout apporté de la verticalité, ils ont développé ça au fil des années. Donc à un certain moment, ils avaient le ballon, ils voulaient en conserver, faire beaucoup de choses. Maintenant, quand l'Espagne a le ballon, elle essaye d'aller plus vite vers l'avant, elle va essayer de créer de problèmes à l'adversaire. C'est pour ça que tu regardes les matchs que l'Espagne gagne, tu vas voir que ce soit la possession, nombre de tirs cadrés, d'occasions créées, elle rafle tout. C'est la preuve que le football, ils ont tiré des leçons et ils ont amélioré ce qu'il fallait améliorer dans leur football. C'est ce qui explique leur grand succès aujourd'hui. Alors on va s'arrêter là pour cette équipe espagnole qui a été monstrueuse. On a quelques minutes pour parler de sujets dans la minute du partenaire, juste pour changer le fond. On revient rapidement dans quelques secondes pour parler, bien sûr, de l'Angleterre. Je vous amène dans les profondeurs du monde, au début de tout, là où l'idée devient matière et la matière devient service. Dans un monde incertain où la fortune et l'infortune s'échangent les rôles en un laps de temps, la confiance est ce qui guide les pas et les paris. Conscient que le monde est une évolution et que l'évolution incite à la confiance, Yellowbet décide de monter d'un cran. Il s'invite dans vos écrans. Avec Yellowbet, c'est le ticket remboursé. C'est aussi les jackpots, sans oublier le casino, le pari sportif en vrai miel. Et la cerise sur le gâteau, c'est le commis qui réchauffe le cœur et les poches. Le service client mis en place aurait bien pu clamer que votre volonté soit faite, que vos paris vous soient faciles et que vos gains pour la première fois tout de suite après vous parviennent dans vos smartphones. C'est cette nouveauté qui est venue changer la vie du pari, conquérir le cœur des parieurs. Par ailleurs, les années passant, la confiance demeure et grandit. Notre Yellowbet grandit aussi avec elle. Elle fait grandir d'autres gens à travers tout le pays qui perçoivent leurs gains sans souci aucun. Yellowbet ambitionne de relever le pari de l'innovation et du choix premier des Guinéens. Porter le flambeau et s'autoriser de bons rapports avec les autorités. L'histoire s'écrit à l'encre de la volonté et l'avenir appartient à ceux qui rêvent en Yellowbet. Je vous On est dans la minute du partenaire avec Yellowbet, bien sûr. Mais avant de parler de Yellowbet, on va continuer avec le Barça, le championnat espagnol. Bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Malgré ses soucis financiers récurrents, le club catalan a réussi à s'offrir une recrue de premier plan en finalisant l'arrivée de Dani Olmo en provenance du Leipzig. Le montant du transfert est estimé à 55 millions d'euros.
C'est une bonne nouvelle pour vous, hein, Gérard? Oui, c'est une bonne nouvelle. Je crois que il ne faisait pas partie de... il n'était pas l'option première du Barça, mais c'est l'eau de consolation, en attendant peut-être d'avoir une autre recrue. Parce que Williams, Williams est loin de tu n'es pas satisfait. Et toujours du sur Barça. dans les starting blocks, depuis le début, on parle. Mais On sent qu'il n'est pas Olmo, non, si, absolument, c'est un bon lot de Quand tu parles de lot de consolation... Ce n'était pas la première option. Là où Il faut l'avouer, il faut avoir le courage de l'avouer. consolation, il ne faut pas me parler de satisfaction. Et pour ce qui est de Olmo, il va apporter de la variété, il va apporter c'est-à-dire c'est un joueur qui va jouer à plusieurs postes. Il peut jouer sur l'aile, il peut jouer au milieu de terrain, pratiquement au niveau des 3 postes du milieu de terrain. Il peut jouer aussi de l'autre côté. Il peut aussi être un faux neuf. Et c'est un enfant du club, il est formé au Barça, donc pas besoin d'attendre qu'il s'adapte. Comme le Barça, abandonné très tôt par le Barça. Oui, abandonné très tôt, comme il y a, disons, ça se bouscule chaque saison. C'est pas tout le monde qui a l'opportunité de jouer au top niveau. Il revient comme Fabregas l'a fait avant lui, comme Piqué l'a fait avant lui, comme Alba l'a fait aussi. Donc tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est le même succès que ces joueurs-là. Ah, c'est une belle histoire quand même, Passy, car Dani Olmo a fréquenté la Masia, le célèbre centre de formation du Barça entre 2007 et 2014, après avoir été recruté à l'Espagnol. À 18 ans seulement, il était parti lancer sa carrière par un chemin détourné en rejoignant le Dynamo Zagreb avant de poursuivre son ascension en Allemagne au Leipzig, qui lui permet aujourd'hui de revenir chez lui en Catalogne. Est-ce que c'est un bon choix pour Olmo? Oui, c'est un très bon choix parce qu'il connaît déjà cette maison. Et puis, il a beaucoup appris aussi. Après avoir eu les formations de base au niveau de Barça, il a progressé dans son aventure, dans sa carrière. Il a fait le tour un peu dans certains championnats et puis il décide de se retourner à la maison. Moi, je pense que c'est un très bon choix. Le nouveau entraîneur avait signalé ces deux pistons de l'attaque, c'est-à-dire... Nico Williams et Dani Olmo, mais s'il gagne un de ces deux, je crois que c'est un très bon choix. Comme Jean l'a dit, il va apporter du sang neuf dans la ligne d'attaque parce que, si vous vous rappelez, le Barça avait du mal à marquer, en tout cas début de la saison dernière. Sinon que le Robert Lewandowski, avec l'âge maintenant, au fait, il manquait de déplacement tactique, mais maintenant, avec des jeunes qui ont l'ambition de bousculer, en tout cas, et venir à un niveau des buteurs européens, tel que Dani Olmo, je crois que c'est un très bon choix et retrouver déjà un système qu'il a déjà courtoyé, qu'il a déjà étudié depuis sa jeunesse. À mon avis, je dirais que c'est un très bon choix. Dans la foulée, Hamid, il a fait un héros où il aura été l'un des artisans. Est-ce que c'est ce qui l'a poussé rapidement dans cette équipe du Barça? Parce qu'il fallait aussi être performant dans cette compétition. En Coupe d'Europe, il a été impressionnant. Il a fait une très bonne compétition qui a permis à l'équipe d'Espagne de finir sur le toit de l'Europe. Maintenant, est-ce qu'en club, ça va être le même joueur? C'est ça la question. Parce qu'on a vu, par exemple, Fabian Ruiz de l'Espagne et il y a un autre Fabian Ruiz du Paris Saint-Germain. Le Dani Olmo que le Barça espère en club, est-ce que ça va être pareil? Je pense que c'est la même question qui taraude l'esprit de Jean, au point de dire que c'est un lot de consolation. Donc si le Barcelonais en question, le spécialiste, si le spécialiste maison sur les questions barcelonaises dit que c'est un lot de consolation, je ne pense pas qu'on puisse parler de satisfaction là-bas. C'est faute de mieux. Je pense que Olmo pour eux, c'est faute de mieux parce que la cible prioritaire c'était Nico Williams. Mais les finances de ce club ne se portant pas super bien, je pense que Nico... pas un problème de finances. Si, il y a un problème de finances. Si vous vous montrez prêt à casser la tirelire, le Barça, c'est une destination qui attire des gens. Non, mais les conditions du club, si vous faisiez beaucoup d'efforts financiers, si vous faites beaucoup d'efforts financiers pour l'Atlético Bilbao, je pense qu'ils sont prêts à lâcher le joueur. Tu peux pas... On va laisser. Tu peux pas exclure la question financière dans la transaction de Nico Williams. Donc je pense que Dani Olmo, pour être très, très sérieux, c'est un joueur avec un très bon profil, comme il le dit. Il est capable d'évoluer en attaque, il est capable d'évoluer sur les deux côtés de l'aile. Milieu de terrain, c'est impressionnant. Maintenant, la question c'est est-ce qu'il va réussir au Barça?
Ça se pose comme question parce que je le dis, il va venir trouver une équipe avec beaucoup d'ambition, mais qui pour l'instant n'a pas les joueurs suffisants pour atteindre ces grandes ambitions-là. Est-ce que la pression ne va pas être si énorme au point qu'on va juger son rendement insatisfaisant? C'est la grosse interrogation que moi je pose. En tout cas, les Catalans sont confiants des qualités Amadou de ce joueur. Il a signé un contrat de 6 ans avec une clause libératoire fixée à 500 millions d'euros. Est-ce que c'est trop pour ce jeune joueur? 6 ans, c'est trop. Et 500 millions, c'est quand même costaud. C'est la Une clause libératoire pour Dani Olmo. On dit souvent, quand on n'a pas des chaussures fermées, on se contente de ses repose-pieds. C'est ça, c'est ce que le Barça a fait. Vous savez, si j'ai bonne mémoire, je pense bien qu'il a été formé au Barça, c'est ça. Alors, quand on achète un joueur, le club formateur aura sa part. Donc ça, d'abord, c'est supprimé, ça va revenir dans les caisses de cette formation des Blaugrana. Ça dépend des conditions de Non, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais à ce que je sache que souvent le club formateur quand même... Oui, je mets sur le premier transfert. Voilà, ils ont leur dû. À part qu'il y a des conditions particulières. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Alors, ce qui reste clair quand même, c'est un joueur, c'est un très bon profil. On l'a vu lors de ses précédentes compétitions, il avait donné satisfaction. Je pense qu'il va apporter son grain de sel au niveau de cette formation des Blaugrana. Mais le Barça a besoin mieux. Le Barça a besoin des joueurs aussi de qualité qui dépassent ce jeune joueur compte tenu des ambitions de ce club. Mais entre parenthèses, quand on voit la situation financière que cette formation est en train de traverser, ils ne vont pas se permettre d'acheter des joueurs qu'eux-mêmes qui souhaiteraient acheter. Donc ils vont se contenter de ce joueur. Lui aussi, il n'est pas mal, hein. C'est un bon joueur, mais le Barça encore en a besoin de joueurs qui vont entourer des joueurs comme Lamine Yamal. Donc pour avoir un leader dans un club, il faut avoir 2 ou 4 joueurs qui ont le niveau, qui ont top niveau, qui sont capables d'accompagner un joueur cadre. Parce qu'à un certain moment, si vous avez vu l'ossature de cette formation des Blaugrana, de la défense à la ligne offensive, l'équipe était complète. Mais jusqu'à présent, je ne vois pas une équipe complète des Blaugrana. Et puis, ils sont à la quête, des bons joueurs. Tout le temps, ça manque, mais ce n'est pas satisfaisant. Cela ne veut pas dire que c'est un grand joueur qui est venu au Barça. Ce n'est pas des joueurs, c'est pas un joueur comme Mbappé qui sont venus dans ce club. Non. C'est un joueur. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur, voilà. C'est pas un grand joueur. On attend de voir. C'est à lui de confirmer, parce que pour jouer au Barça, il faut confirmer. Il faut être dans le système de l'entraîneur. Il faut être dans le système du club. Ça va être une question fondamentale, même s'il a été formé au Barça. Mais il y a des choses qui attendent le Barça. On a vu le Real qui est en train de recruter, qui a amené Mbappé, qui maintient des joueurs comme Rodrigo et tant d'autres. Donc moi je me dis, il a beaucoup de choses à faire. On attend de voir, mais ce qui reste clair, financièrement, ça ne va pas au Barça. Alors, sans transition, nous allons filer en Première Ligue. Monsieur, vous n'avez que 30 secondes chacun. Le premier trophée de la saison est anglaise et pour Manchester City, les Sky Blues ont remporté le Community Shield en prenant le meilleur sur Manchester United 1-1, 7-6 au tir au but ce samedi à Wembley. Les hommes de Pep Guardiola ont pourtant tremblé quand Alejandro Garnacho a ouvert le score à la 82e minute, mais Bernardo Silva a répliqué à la 89e minute. Lors de la séance de tir au but, après 2 échecs de Bernardo Silva et de Jordan Sancho, c'est finalement Johnny Evans qui a commis le raté de trop. City remporte le Community Shield, le 7e de son histoire face à Manchester United. C'est quand même costaud, c'est que Manchester City a réussi cette saison, même si ils n'ont pas pu soulever une deuxième fois de suite la Ligue des Champions. Hamid. Oh ouais, on avait une revanche à prendre face à Manchester United. Je suis citizen, je le rappelle. Quand je dis je vais parler de City. On avait une revanche à prendre face à Manchester United après avoir perdu la finale de la Coupe. Et à ma grande surprise, ça s'est disputé sur, très longuement parce que je pensais que City allait gagner facilement. Donc moi, mes félicitations, c'est à l'endroit de Manchester United qui commence à se réveiller petit à petit. J'espère que cette saison aussi, la domination citizen ne va pas être trop grande pour l'Angleterre et qu'il y aura des concurrents sérieux. Alors, allez-y. Attention à ne pas bomber le torse. Hein. Et ce n'est pas seulement United qui est là. Arsenal est là depuis des saisons. Mais pour revenir à City, on peut dire que ça commence à devenir une tradition pour eux. On a parlé de 7 Community Shield. On peut dire, sans se tromper, qu'au moins les 5 ont été gagnés ces 10 dernières années. Donc, ça commence à devenir une tradition. Et United, comme il le dit, revient petit à petit. Mais la rivalité va se corser en Angleterre encore une fois. Mais bon, City est l'équipe qui pour moi est la plus stable
ces dernières années en Angleterre et pourquoi pas d'Europe. Ah, City risque de faire très très mal cette saison. Oui, c'est rapidement. une saison qui s'annonce bien parce qu'on sent déjà la rivalité, comme tu en dis, ça s'annonce bien avec Manchester United et d'autres adversaires aussi dans le championnat. À partir de là, City commence à donner les signes précurseurs pour dicter encore sa suprématie, même si les cas ne seraient pas comme ça. Mais la concurrence et le championnat sera très animé et on verra encore un match de football, des matchs plutôt très très alléchants dans le championnat. Ça va être compliqué d'arrêter Manchester City cette année. Bon, pas forcément, ça va pas être compliqué. On les a vus en Ligue des Champions, peut-être dans le championnat anglais quand même. Ils ont dominé jusqu'au bout, hein, la Ligue des Champions. Ils ont dominé jusqu'au bout, mais la finalité, ils ont été quand même stoppés. Ce qui reste clair quand même, c'est un club à battre dans le championnat anglais. C'est une très grosse pointure. C'est un club qui est favori. Le club tenant du titre. Voilà, le club tenant du titre. C'est un club encore qui est favori pour être champion d'Angleterre parce qu'on sait qu'Arsenal, on ne peut pas compter sur ce club Arsenal qui ne rassure pas. C'est un club qui a tout le temps fantasmé ses supporters, mais au finish, ils n'ont pas atteint leur objectif. Liverpool qui revient petit à petit. Manchester United, je vois, c'est un match quand même, ils ont bien joué, mais j'attends de voir le championnat parce que quand on dit Manchester City United, même s'ils ne sont pas en super forme, ils vont faire de leur mieux. C'est deux équipes qui sont rivaux. Mais ce qui reste clair quand même, on parle de Manchester City, on ne parle pas de Malmo FF. Donc ce qui reste clair quand même, c'est un gros morceau du championnat. Ils méritent, ils ont un entraîneur qui maîtrise très bien les rouages du football européen et puis l'effectif est là. On va commencer avec votre carton avant de clôturer rapidement. Bon, moi je donne carton... Sans développer. Carton rouge à la Fédération guinéenne de football, non, on ne compare rien. Allez-y, rapidement. Le carton rouge, c'est à ceux c'est aux contestataires de la fédération qui sont en train de faire une farce. C'est une comédie. On va parler, j'ai dit, de l'autre côté passif, votre carton. Toujours, c'est le même carton rouge. Hein. Le jeudi, on va développer le carton. Allez-y. Moi, j'ai un carton vert pour Sergi Roberto qui annonce quitter le Barça et qui, pour moi, restera, quoi qu'il arrive, un des grands. Gagnez 2 millions avec notre sponsor YellowBet en tapant le lien du www.yellowbet.com.gn. Après, cliquez sur s'inscrire, puis introduisez votre numéro de téléphone. Ensuite, créez votre mot de passe, puis cliquez sur le code promotionnel, introduisez le code promo du jour millière, puis cochez les conditions générales. Cliquez ensuite sur inscrivez-vous maintenant et introduisez le code de confirmation que vous recevrez en message dans la partie code. Puis cliquez sur terminer pour valider votre inscription et vous recevrez directement vos bonus de 50 000 francs dans votre compte. Moi, je donne un carton à la rédaction sportive, aux techniciens et bien sûr à la régie, aux réalisateurs. Je le disais, à la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve jeudi dans l'émission World Sport avec Amadou Mazor Diallo. Bonsoir.